Bienvenue sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information. Monsieur Dama, bonsoir. Ouverture ce matin du Forum national de capitalisation des initiatives et d'engagement communautaire dans les actions d'urgence et de développement au Niger. Une initiative du ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers dont l'UNICEF et la coopération allemande. Compte rendu, Boubacar Amadou et Abdoulaye Seydou. Ce forum national de capitalisation des initiatives et approches d'animation et d'engagement communautaire dans les actions d'urgence et de développement au Niger est organisé par le ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF et la coopération allemande. Il a pour objectif général de contribuer à l'émergence d'un engagement citoyen et communautaire favorable à l'appropriation des actions de renforcement de la résilience par la communauté à la base. Dans le souci de garantir le bien-être économique et social de la population, au cours de ces dernières décennies, l'UNICEF a expérimenté une diversité d'approches communautaires au Niger. À savoir la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance au niveau communautaire, l'assainissement total piloté par les communautés ATPC, les comités de gestion des points d'eau, la mise en place des comités villageois de protection de l'enfance. Certaines de ces approches communautaires ont déjà été mises à échelle et ont produit des résultats probants, tandis que d'autres, circonscrites à ces aires géographiques limitées, avec un encadrement de proximité, sont encore au stade pilote et restent largement sous-exploitées et sous-documentées. Ce forum national permettra aux acteurs locaux de s'approprier du processus et des résultats des actions d'urgence, de résilience, de développement mises en œuvre au profit des communautés. Le processus de développement du Niger est marqué par un fort engagement à promouvoir le bien-être économique et social des populations à travers d'importants investissements réalisés par l'État avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers et des ONG et associations de développement. Mais au terme de l'exécution d'une grande partie de projets et programmes, le niveau d'appropriation des processus et des résultats des actions reste pour la plupart des cas mitigé et ne permet pas le changement de comportement et le niveau de vie espéré. De ce forum qui va durer 3 jours, il est attendu des orientations stratégiques sur les principaux piliers de l'appropriation, des recommandations sur la manière d'améliorer les approches communautaires et une feuille de route pour la mise en œuvre des orientations. Cérémonie de clôture ce matin du programme de développement d'urgence. Lancé en 2020, ce programme soutenu par l'Union européenne et le Royaume du Pays-Bas vise à faciliter à la population des 5 communes des régions de Tawa et de Tillabéri l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Compte rendu, Youssouf Haïdara et Rabi Labo. Lancé en 2020 avec comme objectif faciliter l'accès à l'eau potable à la population tout en garantissant une meilleure hygiène de vie, le programme de développement d'urgence PDU prend fin ce jour avec une note de satisfaction couronnée de succès. Après 2 ans et demi de mise en œuvre, les résultats suivants ont été quand même à notre espérance. Il s'agit de 50 villages qui disposent maintenant d'un accès à un service d'eau potable sécurisé et bien géré, ce qui représente 100 000 personnes nouvellement desservies grâce au PDU. 215 latrines collectives ont été construites dans des écoles et centres de santé de ces villages. 22 puits pastoraux ont été construits et réhabilités.
permettant un abreuvement sécurisé de 57 000 nouvelles têtes de bétail. Le PDU a vu ses activités menées à bon port grâce au cofinancement de l'Union européenne et le Royaume du Pays-Bas. Le succès enregistré par le programme se doit à la bonne collaboration de tous les partenaires, selon la chargée des affaires à la délégation de l'Union européenne au Niger. La réussite du PDU, pilier 1, démontre encore une fois que la collaboration de toutes les parties prenantes autour de l'eau, sous le leadership de l'État, est essentielle pour, d'une part, préserver et renforcer le bien-être des populations, surtout les conditions de vie des plus vulnérables, et d'autre part, pour la bonne et rapide mise en œuvre des interventions sur le terrain. Je voudrais marquer aussi que le PDU est un excellent exemple de collaboration réussie entre l'Union européenne et ses États membres dans un esprit Team Europe, dans le cadre de la réponse conjointe de l'Alliance Sahel aux besoins exprimés par les pays membres du G5. La cérémonie de clôture a été une occasion pour faire visionner à l'assistance les réalisations effectuées dans le cadre du programme de développement d'urgence PDU dans les 5 communes des régions concernées, à savoir Tawa et Tillabéri. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey du 10e forum des agents des douanes de l'espace UEMOA. Les thèmes de la rencontre sont enjeux de la gestion des risques et analyse des données dans le contexte de l'insécurité et le second thème, les administrations douanières face à l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. La rencontre de Niamey 2022 durera 3 jours. Compte rendu Abdelaziz Mamadou et Sraj Maman. Après 2009, la capitale Niamey accueille pour la deuxième fois le forum des agents des douanes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Initiateur de ce forum, le Niger a voulu donner une opportunité à la réalisation de l'intégration socio-économique et douanière au sein de l'UEMOA selon le secrétaire général du Sénat. Ce qui au départ était un simple rêve de syndicaliste est aujourd'hui devenu un symbole de l'intégration, un symbole de l'idéal d'intégration poursuivi par nos États et un merveilleux creuset de fraternité et d'amitié entre tous les agents de l'espace UEMOA. Pour ce qui est des thématiques qui nous seront développées, elles trouvent toute leur importance à ce qu'elles ont un impact direct sur les missions dévolues à nos administrations douanières et la mise en œuvre des dispositions et mesures communautaires. C'est pourquoi je voudrais exhorter tous les participants aux présentes assises à les suivre avec toute l'attention et l'assiduité requises. Le déplacement à Niamey des membres du forum manifeste tout l'intérêt qu'apportent les pays à l'intégration régionale pour une amélioration des conditions de vie des populations de l'Union, ont rappelé le secrétaire permanent du forum et le représentant du président de la commission de l'UEMOA. À l'endroit des participants, au terme des travaux, je vous exhorte à formuler des conclusions qui seront à même d'indiquer encore une fois votre contribution à l'édification d'un espace économique prospère, sécurisé et dynamique en faveur des populations de l'Union. Le thème principal tenu pour ce forum, à savoir les enjeux de l'analyse des données et de la gestion des risques dans l'espace UEMOA, ce choix n'est pas fortuit. Dans ce contexte difficile, nous avons estimé qu'il convient de vous outiller sur les fondements théoriques de l'analyse des risques et de partager un cas concret de l'analyse des données. Cette initiative des organisations socio-professionnelles, syndicats mutuels et associations de 8 États membres de l'UEMOA traduit la volonté des autorités politiques à promouvoir le chantier du marché commun et de l'union douanière, a précisé le représentant du ministre des Finances. L'intégration sous-régionale n'étant pas définitive, nous devons davantage réfléchir et penser en permanence à des stratégies en vue d'améliorer son processus. Les autorités du Niger, avec à sa tête le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, déploient d'importants moyens humains, matériels et financiers
pour rendre modernes les méthodes de travail au sein de nos régies financières, dont la Direction générale des douanes qui bénéficie d'une attention particulière. 3 jours durant, les participants à ce 10e forum des agents des douanes de l'UEMOA vont se pencher sur plusieurs thématiques, notamment l'insécurité consécutive à la criminalité transfrontalière et le processus de la zone de libre-échange continentale. Le ministre de l'Emploi et du Travail a présidé l'ouverture de la conférence régionale sur le plaidoyer des droits des migrants organisée par l'USTN avec l'appui de ses partenaires ce matin. Suivez le compte-rendu de Suleiman Ousmane et Mamadou Jory. Autour des partenaires nationaux et internationaux sur les questions migratoires, les acteurs de la migration se sont retrouvés pour mutualiser leurs efforts pour faire un plaidoyer pour les droits des migrants en Afrique de l'Ouest. L'occasion pour le secrétaire général de l'USTN de rappeler la nécessité des acteurs de créer une synergie pour la défense des droits des travailleurs migrants. Nous sommes inscrits dans toutes les plateformes de l'agenda syndical qui en ont fait leur préoccupation. Notre synergie d'action fait de nous des organisations convaincues qu'aucun développement n'est possible tant que les hommes et les femmes continuent à être vus de par leur origine sociale et géographique. Les ONG partenaires de cette initiative ont pour leur part justifié leur accompagnement à ce genre d'initiative. Nous, en tant que centrale syndicale, nous devons renforcer notre coopération et remettre au centre le forme normative dont il a été évoqué et les conventions de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, nous permettent de créer un espace pour notre action syndicale. Le ministre de l'Emploi et du Travail a pour sa part situé l'importance de la thématique choisie ainsi que les efforts de l'État dans la question migratoire. Le thème de cette conférence régionale de plaidoyer pour les droits des migrants en Afrique de l'Ouest, axé sur le travail décent et pertinent, car il cadre parfaitement avec la vision de notre pays concernant le développement économique, social et culturel des populations, mais aussi la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Cet atelier se veut un cadre de contribution à l'appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et améliorer la vie et les perspectives de chacun et chacune partout, dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable. Au cours de cette rencontre censée durer 2 jours, les parties prenantes de la migration entendent réfléchir et faire des propositions de plaidoyer pour les droits des travailleurs migrants. Le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a animé un point de presse ce matin pour éclairer l'opinion publique des nouvelles réformes envisagées au sein de l'Institut. Samira Issa Mega et Ibrahim Ousmane, le récit. Cette sortie médiatique du directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC fait suite au communiqué du ministre de la Communication lors du Conseil des ministres du jeudi 13 octobre dernier, mais également éclairer la population sur les nouvelles réformes envisagées au sein de l'Institut. Donc nous ici, dans le domaine de la communication, le ministre chargé de la communication a créé autour de lui un comité technique avec en son sein le directeur général des enseignements, donc, qui représentait le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour réfléchir donc, sur les conditions de viabilité de l'IFTIC et sur comment améliorer même la qualité de la formation donc, ici à l'IFTIC. Plusieurs mesures sont envisagées pour donner à l'IFTIC son prestige d'une école d'excellence en matière de formation au métier de l'information et de la communication. Le comité a proposé donc une suppression progressive, je dis bien progressive, assortie d'une période transitoire de 2 ans
du recrutement des élèves du niveau moyen. Il en est ainsi des filières donc, liées aux sciences de l'information documentaire, c'est-à-dire les SID, au journalisme et au technico-artistique. Donc ces filières doivent être revisitées. Le comité avait aussi proposé un changement de dénomination même de l'IFTIC. Donc au lieu qu'il soit un institut, donc on veut aller vers une école véritablement supérieure. Donc jusqu'à ce que une proposition de nom a été faite, qui est la suivante. Au lieu d'être l'IFTIC, donc que l'école prend le nom de l'École supérieure des sciences de la communication et des médias. Le directeur général a également souligné les mesures d'accompagnement afin de mener à bien ces réformes. L'IFTIC doit acquérir des équipements adéquats vraiment pour la formation des étudiants. Ce que nous demandons au gouvernement, le rehaussement de la subvention allouée à l'IFTIC. Parce que présentement, la subvention qui est accordée à l'IFTIC ne nous permet pas vraiment de mener à bien donc, ces réformes qui ont été vraiment appréciées même par les plus hautes autorités donc, de notre pays. Mato Abdou a saisi l'occasion pour rappeler aux étudiants et parents que le test d'entrée pour cette année académique 2022-2023 est prévu pour les 12 et 13 novembre 2022 et que les dossiers de candidature doivent parvenir à l'IFTIC au plus tard le vendredi 4 novembre 2022 à 12h30. Le ministère des Affaires étrangères du Mali a encore rappelé à l'Union nationale et internationale que l'ONU a refusé d'accepter la plainte contre la France par les autorités de la transition au Mali. C'était lors d'une réunion internationale. Le ministre signe et persiste que le Mali a des preuves concrètes. Le récit de nos confrères de TV5 Monde Afrique. Il a d'abord beaucoup été question lors de cette réunion de la MINUSMA, des droits humains au Mali, jusqu'à ce que le ministre malien des Affaires étrangères, qui s'exprime en dernier, profite de l'occasion pour rappeler que son pays a demandé le 15 août une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur un point précis, les accusations que porte son pays contre la France. Une réunion qui n'a pas eu lieu 2 mois plus tard. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité, qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles. Le Mali le répète, il aurait des preuves de ces dires. Il ne les a pas présentées ce mardi à New York. L'ambassadeur français auprès des Nations Unies reprend la parole. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. Flottement dans la salle. Avant de clore la réunion, Abdoulaye Diop tend une perche à Paris. Je souhaite, maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant pour cette réunion. Seul l'un des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pourrait en effet convoquer une telle réunion spécifique pour discuter de ce dossier. La France ne l'a pas fait jusqu'alors. La Russie, pourtant proche de Bamako, non plus.
Bienvenue sur ce plateau pour la rubrique Actu sur le web avec Balima Bourema. Balima Bourema, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Chérifa, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce 19 octobre 2022. Niger Focus, l'Italie. L'Italie offre 2 hélicoptères de combat et de transport de troupes de l'armée nigérienne, nous apprend ANP.NE. Dans le cadre de la coopération militaire entre nos deux pays, nous avons cédé aujourd'hui 2 hélicoptères au Niger. Il aura l'année prochaine 2 autres hélicoptères, a déclaré Lorenzo, avant d'assurer que ceci n'est qu'une partie du travail que nous sommes en train de réaliser, a poursuivi le ministre italien de la Défense. Cette déclaration du ministre italien est intervenue à la suite d'une audience que lui a accordé le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, à son cabinet. Parlant de la coopération militaire entre Niamey et Rome, le responsable italien s'est dit particulièrement satisfait du travail accompli et les progrès réalisés par nos 2 forces armées. Je voudrais particulièrement remercier les forces armées du Niger pour le travail qu'ils sont en train de réaliser avec courage et professionnalisme, a laissé entendre l'officiel italien. M. Lorenzo a par ailleurs indiqué avoir fait le point de la coopération militaire avec le président Bazoum après avoir fait le même exercice avec le ministre nigérien de la Défense un peu plus tôt, a-t-il déclaré. La rencontre d'aujourd'hui n'est qu'une étape et nous continuerons à travailler dans ce sens, a conclu le ministre italien de la Défense. Rappelons qu'en septembre 2017, les anciens ministres italiens et nigériens de la Défense, Roberto Pinotti et Kalla Moutari, ont signé à Rome un accord pour développer la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense des 2 pays. Selon un communiqué du ministère italien de la Défense, cet accord prévoit le renforcement de la coopération entre les 2 pays, y compris la formation et la réhabilitation des membres des forces armées du Niger. Selon le journal leniger.com, le Mali est déterminé à présenter les preuves concrètes du soutien de la France au groupe terroriste. Devant le Conseil de sécurité mardi, c'est-à-dire hier 18 octobre 2022, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a réitéré la demande de son pays à être entendu sur ces accusations portées depuis le 15 août dernier contre l'ancienne puissance coloniale. Pour le chef de la diplomatie malienne, il est important que l'opinion publique internationale soit informée de ces actes qui impliquent également le partage des renseignements, le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violations contre les populations civiles. Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité, a insisté le ministre malien, qui présentait le mémorandum du gouvernement de la transition suite à la publication du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire au Mali. Le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue de porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et sa sécurité, a poursuivi Abdoulaye Diop. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes, a réagi le représentant permanent de la France aux Nations Unies, Nicolas de Rivière. Les relations entre Bamako et Paris se sont dégradées après que le président français a annoncé le retrait de l'opération Barkhane du Mali en juin 2021. Mais selon l'ambassadeur de France à l'ONU, ce redéploiement a été décidé le 17 février dernier à la suite d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, a conclu le site. Au Nigeria, une dizaine de travailleurs ont été enlevés dans l'État du Niger, selon zonebrousse.fr. Des hommes armés ont enlevé au moins 10 travailleurs de la santé de l'État du Niger, du Nigeria, et tué un nombre indéterminé de personnes après que les bandits ont envahi un hôpital général tôt mardi, selon des sources hospitalières et militaires. Des bandits armés opérant pour de l'argent ont kidnappé ou tué
des centaines de personnes dans le nord-ouest du Nigeria. Les responsables de l'État du Niger ont déclaré que le groupe militant islamiste Boko Haram avait pris le contrôle de plusieurs communautés dans l'État, proposant aux villageois de l'argent et les incorporant dans leur rang pour combattre le gouvernement. La source hospitalière a déclaré que plus de 20 membres de personnel avaient été enlevés, y compris des parents des patients, tandis que la source sécuritaire a déclaré que 2 personnes avaient été tuées après que les hommes armés aient envahi en grand nombre l'hôpital général de gouvernement local de La Paille. Le gouverneur de l'État du Niger, Sani Bello, a déclaré qu'un certain nombre de personnes avaient été tuées lors de l'attaque de mardi à l'hôpital général de Goulou et qu'un nombre indéterminé de personnes avaient été enlevées, notamment des travailleurs médicaux. Il n'a pas précisé combien de personnes avaient été tuées. Séparément, le docteur Dargodia Ishia, président de l'Association nigérienne des médecins résidents, a déclaré à Reuters que 20 membres de la NARD ont été kidnappés cette année, ce qui a poussé certains d'entre eux à quitter le pays, en partie pour manque de sécurité. Pétrole. Les États-Unis envisagent de sanctionner l'Arabie saoudite dans la crise au pétrole, selon la tribune.fr. La décision de l'OPEP+, de baisser le quota de production des barils du pétrole qui devrait profiter financièrement à la Russie a engendré la colère du président Joe Biden contre son homologue saoudien, le prince héritier Mohammed Ben Salman, allié depuis plusieurs années. Le président a effectivement dit qu'il allait réévaluer nos relations avec l'Arabie saoudite parce qu'ils ont pris le parti de la Russie contre les intérêts du peuple américain, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, interrogé dimanche sur CNN au sujet des relations dégradées entre Riyad et Washington. Mais le dirigeant américain ne semble pas pressé de résoudre ce conflit diplomatique. Et pour cause, le conseiller a précisé que Joe Biden n'a aucune intention de rencontrer MBS lors du sommet du G20 prévu le mois prochain en Indonésie. Une mesure de prudence avant tout, ce sont des relations qui se sont établies sur des décennies avec le soutien des 2 partis démocrates et républicains, a-t-il ajouté. Le président n'agira pas donc dans la précipitation. La Maison-Blanche voit dans le choix de Riyad de s'aligner sur Moscou en plein conflit en Ukraine la perte d'un allié. Si Joe Biden étudie encore toutes les options, certains élus du Congrès réclament des sanctions immédiates comme la suspension des ventes d'armes à Riyad, scénario évoqué par Jack Sullivan, ou encore le retrait des troupes américaines stationnées sur le territoire saoudien. D'autres suggèrent d'attaquer l'OPEP+, pour manipulation des cours, avec à la clé des sanctions à l'encontre des pays membres. Au-delà de la question pétrolière, la décision de Riyad est vue par Washington comme la volonté de son homme fort, Mohammed Ben Salman, de s'émanciper de l'influence des États-Unis et d'une relation vieille de près de 8 décennies basée sur la garantie américaine d'assurer la sécurité du royaume en échange de l'approvisionnement du marché pétrolier. Dans l'autre sens, la relation est plus complexe. Si Biden peut passer du pétrole saoudien, l'Arabie saoudite exporte majoritairement vers l'Asie. Il a néanmoins besoin du cours du brut plus bas que leur niveau actuel. Il doit en effet reconstituer les stocks stratégiques dans lesquels il aura puisé 180 millions de barils cette année. En 2022, les pays membres de l'OPEP devraient engranger 842 milliards de dollars de revenus, moins de 50% de revenus plus qu'en 2021, notamment car ils ont bénéficié de cours élevés et de volumes en hausse. Cette croissance devrait être moins en 2023 avec le retour de l'Iran sur le marché, mais comme l'a démontré l'Arabie saoudite, l'OPEP et ses partenaires de l'OPEP+, sont prêts à réduire l'offre pour défendre leurs intérêts. Merci Balima pour tous ces détails. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Sherifa. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci également les téléspectateurs. C'est ici que prend fin ce journal. Bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision. Bonne soirée à tous. Au revoir.